Un autre exemple d'injonction réglementaire, le projet d'établissement, ça marche aussi pour le projet d'école dans l'élémentaire. L'idée, je vous avais dit, c'est de faire prévaloir une logique d'établissement, de se dire les choses se vivent à l'échelle de l'établissement et non plus à l'échelle seulement de la classe. C'est-à-dire d'obliger l'ensemble des membres de la communauté éducative à définir ensemble les moyens de répondre aux besoins des élèves. Se dire, bah voilà, les élèves ont tel besoin, les élèves ont tel problème, on a telle ressource aussi dans l'environnement, eh bien on pourrait faire quelque chose à l'échelle de l'établissement et définir les moyens d'atteindre les objectifs nationaux. Bon, le projet d'établissement, ça fait depuis 1989 que c'est obligatoire dans le second degré, et puis est venu ensuite le projet d'école. En fait, le projet d'établissement, ça reste à la marge de la vie pédagogique. Dans le projet d'établissement, on met quoi? Bon, il y a un voyage scolaire, alors bah tiens, on va le mettre dans le projet d'établissement. On veut faire une fresque dans le préau, bah tiens, on va le mettre dans le projet d'établissement. Bon, mais par contre, sur ce qui se fait dans la classe, vraiment au quotidien, eh bien, il est très rare que le projet d'établissement s'approprie vraiment cela. Le projet d'établissement, c'est très souvent une coquille vide qu'on s'approprie très peu. Et donc cette remise en cause qui était de se dire il faut que désormais on pense à l'échelle de l'établissement, et non plus à l'échelle seulement de la classe, il faut que l'ensemble des acteurs de l'établissement se mobilisent, ce saut qualitatif n'a pas réellement eu lieu. Dans certains établissements, si bien sûr. Et c'est d'ailleurs souvent les établissements qui réussissent le mieux. Mais c'est resté assez rare. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tous ces changements, quand ils ont été appliqués, parce qu'ils ne sont pas forcément appliqués, on l'a vu, quand ils ont été appliqués, ces changements, en fait, ça n'a été que des changements mécaniques. Les changements mécaniques, c'est-à-dire que bon, on a changé ce qu'on était obligé de changer, mais on n'est pas allé au-delà. Ça n'a pas été des changements paradigmatiques. On n'est pas allé jusqu'au niveau des principes. Et en fait, au lieu de bousculer le système, au lieu de faire tache d'huile, au lieu d'obliger le système à se remettre en cause, tous ces nouveaux dispositifs, eh bien, ça s'est empilé. Et ça n'a été vu par les acteurs souvent que comme des contraintes supplémentaires. Alors, le grand classique, c'est quand on dit dans le second degré, ah bah tiens, on va faire la semaine prochaine, il y aura une réunion pour le projet d'établissement. Et en général, la salle des profs répond par un soupir bien lourd, ah, encore une réunion pour le projet d'établissement. Donc là, on tire à la courte paille les volontaires qui vont se dévouer pour y aller, voire même parfois on tire même pas à la courte paille, puis il n'y a personne à la réunion. Bon, je ne veux pas donner une vision trop négative, parce qu'il y a des établissements où il y a une vraie dynamique autour du projet d'établissement. Mais dans la majorité des cas, le projet d'établissement n'est pas quelque chose qu'on s'est réellement approprié. Donc c'est perçu comme une contrainte supplémentaire, une injonction réglementaire supplémentaire. Bon, bah, faut le faire, alors on le fait. Voilà. Et puis on rend un papier formel qui dit qu'on l'a fait, mais au bout du compte, le résultat est assez limité et n'a en tout cas pas contaminé l'ensemble du système. En fait, pourquoi ça? Parce qu'on manque d'un horizon, on manque, je dirais même, d'un imaginaire qui donne sens à toutes ces initiatives. Si on doit faire tout ça, c'est pas seulement parce qu'on doit appliquer des contraintes, c'est parce que ça devrait être des moyens de changer l'école. Mais on ne le perçoit pas de cette façon. Donc on applique à minima, et on applique voire même de mauvais gré en traînant les pieds, et donc au lieu de changer le système en l'adaptant à ces nouveaux dispositifs, eh bien on a adapté les nouveaux dispositifs au système. Donc on n'a pas... on n'a pas adapté le système aux nouveaux dispositifs, alors que c'était fait pour ça. L'idée, c'était de mettre le verre dans le fruit, c'était d'ouvrir une brèche. Donc, en espérant que le système s'adapterait, mais on a plutôt adapté ces nouveaux dispositifs au système. Je vous donne deux exemples. Rapidement, voilà, les cycles à l'école élémentaire. Alors ça existe toujours les cycles, très officiellement. Mais moi je voudrais revenir à l'origine, à la loi de 89. La loi d'orientation de 1989, elle déterminait des cycles. Alors depuis, ils ont un peu évolué, la structure des cycles a connu plusieurs évolutions. Mais la structure prévue en 89, c'était en 3 cycles. Vous aviez le cycle des apprentissages premiers, c'était la maternelle. Le cycle des apprentissages fondamentaux, c'était CP-CE1. Et puis le cycle des approfondissements, c'était CE2, CM1, CM2. Bon, cette organisation en 3 cycles, est-ce que, voilà, c'est ça, les 3 cycles, voilà. Cette organisation en 3 cycles, pourquoi on a fait ça?
Parce que l'idée, c'était d'abolir la logique de la division de l'enseignement élémentaire en années. C'est-à-dire que les élèves, ils n'entraient pas en CP, ils entraient dans le cycle des apprentissages fondamentaux. Et ils y restaient 2 ou 3 ans. De même en CE2, CM1, CM2, eh bien, les élèves entraient non plus en CE2, mais ils entraient dans le cycle des approfondissements, et là, ils y restaient 3 ou 2 ans si ça allait bien, ou 4 ans si ça allait mal, et ça permettait déjà de dédramatiser le redoublement, parce que, on disait, il fait le cycle en 3 ans au lieu de 2 ans, ou il fait le cycle en 4 ans au lieu de 3 ans, c'est différent, et puis l'élève, il n'est pas dans une classe, il passe pas de CE2 à CM1, puis de CM1 à CM2, il est dans le groupe des apprentissages, par exemple des apprentissages fondamentaux, il est dans le groupe commun qui regroupe 2 classes, et puis les enseignants de ce cycle, admettons qu'il y ait 2 enseignants par exemple, pour le cycle des apprentissages fondamentaux, ils travaillent en équipe. Ils se partagent les élèves, alors parfois il y en a un qui prend les 6 ans et l'autre qui prend les 7 ans, mais parfois ça peut être l'inverse, et puis parfois ça peut être aussi, celui qui prend les grands va prendre aussi quelques petits parce qu'ils avancent vite, donc on va les mettre avec les grands, ou bien pour telle autre activité on va organiser les groupes différemment, ou bien on va même demander aux élèves de choisir le groupe dans lequel ils veulent aller, enfin il y a plein de possibilités, mais l'idée c'était de sortir de l'idée de classe annuelle et de passage de classe. L'idée, c'était que ce soit très souple, que ça soit en fait un groupe que les enseignants se répartissent au gré des besoins, au gré des projets, au gré des ressources. Donc l'idée, c'est de mieux s'adapter aux besoins des élèves. Alors, la conséquence de ça, la première conséquence administrative, c'est que le redoublement n'a plus de sens en cours de cycle. Si vous êtes en CE2, vous n'êtes pas en CE2, vous êtes en cycle des approfondissements. Donc la question de votre passage en CM1 ne se pose pas. Vous restez de toute façon 3 ans en cycle des approfondissements. C'est seulement après 3 ans que là on se demandera, bon, est-ce que vous avez besoin de faire une 4e année dans ce cycle? Mais ça n'a pas de sens de redoubler le CE2 ou de redoubler le CM1, parce que vous êtes en milieu de cycle. Donc on a dit très officiellement, eh bien, comme le cycle peut être parcouru en 2, 3 ou 4 ans, eh bien il n'y aura pas de redoublement en milieu de cycle. Donc on a supprimé les redoublements en milieu de cycle. Et on a interdit les redoublements en milieu de cycle. Quelle a été la conséquence de la mise en place des cycles dans les années 90? Eh bien, dans beaucoup d'écoles, attention, pas partout évidemment, mais dans beaucoup d'écoles, la seule conséquence pratique, ça a été qu'on a supprimé le redoublement. On a supprimé le redoublement en milieu de cycle. Donc désormais, les élèves qui ne savaient pas lire en fin de CP, ils passaient quand même en CE1. Alors vous me direz, il n'y a plus de CE1. Mais si, parce que les enseignants, ils se partageaient les élèves. Les enseignants du cycle des apprentissages fondamentaux, il y en avait un qui prenait les élèves de 6 ans, il faisait le CP, et l'autre qui prenait les élèves de 7 ans, il faisait le CE1. Et comme ça, chacun faisait sa classe. Et puis, la seule différence avec l'avant les cycles, c'est que l'élève qui était en difficulté en CP, il ne redoublait pas et il passait en CE1. Bon, on a dit le redoublement, c'est pas une solution, mais enfin, c'est pas non plus satisfaisant d'en arriver là. C'est-à-dire qu'en fait, on a vidé la réforme de son contenu et de son intérêt, et on en a gardé juste une injonction réglementaire qui est l'interdiction du redoublement en milieu de cycle. Et les enseignants donc se partageaient les points du programme, parce qu'il n'y avait plus de programme non plus annuel, c'était des programmes de cycle, donc les enseignants, ils se voyaient une fois en début d'année pour se partager les élèves, se partager les programmes, et puis ensuite l'année se faisait comme d'habitude. On a donc vidé le dispositif de son intérêt, et le seul point qui en est resté, c'est l'impossibilité de redoubler. Et au bout de quelques années, on a fini par faire des programmes par année, parce que c'était une demande du terrain. Donc le ministère, à partir des années 2000, a dit, finalement, c'est vrai, alors dans le cycle des apprentissages fondamentaux, il y a ce qu'on fait plutôt en première année du cycle et ce qu'on fait plutôt en deuxième année du cycle. Donc comme ça, on a refait des programmes annuels, donc on a entériné l'abandon de la logique des cycles. L'autre exemple, c'est celui des modules au lycée. Alors les modules, je vous expliquais, c'était des séances, alors de 3/4 d'heure ou d'1h30 toutes les 2 semaines. Enfin après, tout dépend comment on met ça dans les emplois du temps. Encore une fois, l'injonction réglementaire, elle est là, dans la complexité des emplois du temps, qui devient en fait le problème principal. Et on en oublie
les enjeux pédagogiques pour ne plus se concentrer que sur les questions pratiques, comment on va se répartir les heures, qui va faire quoi, comment on va organiser l'emploi du temps, la répartition des élèves. Ça, c'est un vrai problème, hein. Donc les modules avaient introduit une difficulté de ce genre au début des années 90, par la réforme du lycée de 92, et ces modules consistaient à diviser la classe en 2 groupes en fonction des besoins. Et que croyez-vous qu'il arriva assez rapidement, enfin certains lycées ont essayé, d'autres n'ont pas réussi parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Très vite, on s'est rendu compte que la moitié des élèves ira en module sur telle heure et puis l'autre moitié ira sur telle autre heure. Ah ben tiens, ça tombe bien, on ne sait pas où placer l'allemand, on mettra l'allemand en parallèle avec le module. Comme ça, sur la première heure de module, les germanistes n'iront pas sur cette heure-là, ils iront sur l'autre heure de module et donc ils iront en allemand pendant le module. Bah oui, c'est pratique. Plutôt que d'être laissés à eux-mêmes à traîner dans la cour, ils iront en allemand. Problème, ça veut dire que les germanistes, ils sont obligés d'aller dans un des 2 modules et pas dans l'autre. Donc les modules ne sont plus modulables. Et donc très vite, les modules sont devenus des cours en demi-classe. On a simplement dédoublé les classes, ce qui a un intérêt, hein, évidemment, mais enfin, l'idée de faire des activités différenciées en fonction des besoins s'est vite évanouie. Donc, ce que je voudrais mettre en évidence à travers ces exemples, c'est que dans les réformes, on les applique, hein, les réformes, bien obligées, mais justement, on n'applique que ce qu'on est obligé d'appliquer. Et en fait, ce qu'on est obligé d'appliquer la plupart du temps dans les réformes, c'est ce qui permet de ne pas changer le reste. On applique dans les réformes ce qui permet de ne pas changer le reste. Alors que, au départ, les réformes étaient pensées, étaient imaginées pour initier un changement à la marge, certes, mais un changement qui devait passer de la marge au centre, qui devait contaminer le reste. Donc, des réformes qui avaient été pensées pour démarrer à la marge et contaminer le reste ont été appliquées uniquement à la marge. Et en fait, on n'a pas tout appliqué de ce qu'il y avait des réformes, on n'a appliqué que ce qui permettait de ne pas changer le reste. Alors, il ne faut pas non plus présenter un tableau trop noir, comme toujours le verre est à moitié vide et à moitié plein. Moi j'insiste sur des tendances qui sont lourdes et qui sont largement répandues dans le système. Maintenant on trouvera toujours des établissements qui se sont appropriés les réformes et qui ont réellement transformé leurs pratiques. Et on a de très belles expériences et c'est possible, évidemment. Mais je dirais la tendance lourde du système, qui a été observée par les historiens et les sociologues, qui a été mesurée, c'est que les enseignants évoluent, ils font beaucoup évoluer leurs pratiques, ils se transforment, ils se remettent en question, oui. Mais ces évolutions des pratiques enseignantes, qui sont réelles, elles sont en général, elles sont improvisées, elles sont ponctuelles. Ces évolutions, elles sont incertaines. Ce sont des ajustements, ce ne sont pas de véritables remises en question. Ce sont des ajustements, donc ce sont des évolutions improvisées, ponctuelles, incertaines, voire même perçus comme illégitimes. Beaucoup d'enseignants se demandent bien s'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'on a vu que certains ajustements peuvent être contre-productifs. Tous ces ajustements sont légitimes, mais il faut les faire avec beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion, beaucoup de culture. Et en ayant bien conscience de tous les enjeux que ça soulève, et en ayant bien conscience des limites de ces dispositifs, des réformes et des ajustements que l'on fait. Donc, les enseignants, ils changent dans une logique d'ajustement, sans bien savoir s'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Voire même en ayant parfois un peu d'aigreur, un peu de ressentiment, en se disant que c'est pas très légitime tous ces changements qu'ils doivent faire et ils préféreraient ne pas y être contraints. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que tous ces changements, c'est très difficile d'en faire les bases d'une véritable dynamique de changement. En fait, on ne change pas une institution scolaire par des injonctions réglementaires. Une institution aussi lourde, aussi importante, et qui repose sur l'autonomie des acteurs, parce que c'est un métier qui travaille sur l'humain, c'est une institution qui travaille sur l'humain, donc ça demande
une véritable initiative des acteurs. On ne peut pas se limiter à des ordres, des injonctions réglementaires. Les enseignants ne sont pas des exécutants et ne peuvent pas bien travailler s'ils travaillent comme des exécutants. Donc, cette confiance qu'on doit faire aux enseignants, elle doit susciter une dynamique, et cette dynamique, c'est sur le long terme qu'elle doit changer l'école en impliquant les gens dans un véritable projet. Et ça nous renvoie à l'enjeu politique. Quel est le projet politique, justement, qui peut changer l'école et qui peut permettre d'assumer la nécessité de changement à laquelle l'école fait face désormais? C'est ce dont je vous parle dans la dernière séance.